This meeting is being recorded. Donc, comme vous devez l'entendre également, il y a un petit message qui vous prévient que le webinaire sera enregistré pour permettre ensuite de le mettre en replay sur Internet et qu'il puisse être consulté par les personnes qui n'ont par exemple pas pu être présentes aujourd'hui. Et un petit aperçu donc, des intervenantes de la journée. Donc, vous verrez donc, Amandine Théron de FNE Jura, Sophie Ginter et moi-même de FNE 1 et Stéphanie Locatelli de FNE Bourgogne-Franche-Comté. Nous sommes du coup dans l'équipe animatrice de la marque végétale locale sur le bassin Rhône-Saône-Jura. Et un petit aperçu donc, du programme de l'heure et demie qu'on va passer ensemble. Donc on va commencer par une présentation générale de la marque végétale locale. Ensuite, un petit focus sur l'état des lieux des filières et les usages qu'on peut faire des végétaux de la marque végétale locale. Ensuite, un petit temps sur la prescription de la marque. Et enfin, on terminera sur un retour d'expérience présenté par Marilyn Vernet, Luc Béraud et Alexis Duvert. Et donc, je laisse la parole à ma collègue Sophie. Merci Marie. Alors, comme vous l'a dit ma collègue Marie, donc pour cette première partie, je vais vous présenter le contexte de la marque végétale locale. Alors, le principe de végétal local naît de la constatation d'un effondrement de la biodiversité, donc qui s'inscrit par exemple dans la disparition de 68% des vertébrés en un demi-siècle, de 30% des oiseaux en France en seulement 30 ans, et d'une baisse significative de la biomasse d'insectes partout en Europe. Donc, nous vous avons cité à titre d'exemple une étude qui a été réalisée en Allemagne. Diapo suivante, s'il te plaît, Marie. Merci. Alors, ce contexte d'effondrement de la biodiversité est dû à 4 grandes causes anthropiques: la dégradation et la destruction des habitats naturels, la surexploitation de l'environnement, la pollution et les changements globaux, dont fait partie le changement climatique, et les invasions biologiques. Avec ce constat de déclin de la biodiversité, donc, l'ONU a déclaré la décennie 2020 comme la décennie de restauration des écosystèmes. Donc, on sait aujourd'hui que les espèces sont interdépendantes dans les écosystèmes. Autrement dit, la perte d'une espèce entraîne la perte d'autres espèces et donc, à terme, la perte de la fonctionnalité des écosystèmes à part entière. Il y a donc un réel enjeu à restaurer ces écosystèmes. On connaît cet enjeu, mais il faut les bons outils pour y répondre. Justement, les espèces sauvages et locales font partie de ces outils. Alors, pourquoi? Car ces espèces ont coévolué ensemble pendant des milliers d'années, notamment les plantes et les insectes pollinisateurs, qui ont des cycles de vie synchronisés. Donc, autrement dit, les plantes peuvent offrir à manger au bon moment aux insectes. L'écosystème est donc fonctionnel. On évite ainsi les leurres écologiques et les pièges mortels que peuvent représenter les espèces horticoles, donc qui ont été sélectionnées par l'homme. Donc, nous vous avons mis à titre d'exemple le bleuet. Donc, vous avez sur la photo à gauche le bleuet horticole qui est très fourni en fleurs de par la sélection artificielle. Mais du fait de cette sélection, il est devenu très pauvre en nectar. Et donc, il est beaucoup moins intéressant pour un insecte que le bleuet donc, sauvage qui se situe à droite sur la photo. Un autre exemple, donc, c'est l'onagre rose que vous voyez à droite. Donc, c'est une espèce exotique qui attire le morosphinx, qui est par contre un insecte indigène chez nous. Par contre, ces espèces n'ayant pas coévolué ensemble, elles ne sont pas adaptées. C'est-à-dire que l'onagre rose, il a un tube nectarifère qui n'est pas à la bonne taille par rapport à la trompe du morosphinx. Donc lorsque celui-ci tente de polliniser la fleur, sa trompe reste coincée à l'intérieur et l'insecte finit par mourir d'épuisement. C'est un bon exemple d'une adaptation qui n'est pas faite entre espèces parce qu'elles n'ont pas coévolué ensemble. Donc, par ailleurs, l'utilisation d'espèces sauvages et locales permet d'éviter tout ce qui est ravageur exotique. Donc, par exemple, la calarose du frêne qui est due à un champignon, ou encore la pyrale du buis qui vient d'Asie par le fait du commerce de buis asiatique et qui a posé beaucoup de problèmes chez nous. Donc, il est bien de noter tout de même que ces espèces que je cite sont évidemment adaptées à leurs propres écosystèmes. Donc, le problème ne sont pas les espèces en tant que telles, c'est le fait de déplacer des espèces dans des écosystèmes qui ne sont pas les leurs, parce qu'elles ne vont pas trouver les prédateurs. Et un autre avantage des espèces locales, c'est évidemment les circuits courts, donc, ce qui fait une diminution des coûts de transport et donc des émissions de CO2.
Alors, l'adaptation des espèces sauvages et locales est interspécifique, c'est-à-dire entre les espèces. Elle est également intraspécifique. On va donc trouver une diversité des individus au sein de chaque espèce. Il n'y a pas de sélection par l'homme pour ces espèces, c'est-à-dire que tous leurs gènes peuvent s'affirmer, ce qui crée un potentiel évolutif de ces espèces. Donc, autrement dit, leur capacité d'adaptation, notamment par rapport aux grands changements dont on a parlé tout à l'heure, sont grandement favorisées. Alors, pour ce qui est plus précisément de la marque végétale locale, on peut s'intéresser tout d'abord aux enjeux. Donc, on voit que cette marque répond aux enjeux précités. Donc, c'est un outil qui garantit l'origine sauvage et locale des végétaux. Alors, la marque privilégie des végétaux qu'elle qualifie de indigènes, sauvages et locales. Donc, pour revenir sur ces définitions, une plante indigène, c'est une plante qui est naturellement et historiquement présente sur le territoire. Une plante sauvage, c'est une plante spontanée, c'est-à-dire qu'elle pousse seule, sans intervention humaine, et ne fait pas l'objet de sélection. Une plante locale, enfin, fait référence à l'aire biogéographique d'origine de la graine, c'est-à-dire que son patrimoine génétique garantit une coévolution qui s'étale sur des milliers d'années avec les écosystèmes de son territoire. Alors, la marque végétale locale est la propriété de l'OFB, mais elle a été créée par 3 réseaux en 2015, le réseau des CBN, le réseau F-France et Plantes et Cités. La marque végétale locale comprend plusieurs régions d'origine, appelées régions biogéographiques. Alors, ces régions sont issues d'une compilation de cartographies existantes correspondant à des réalités écologiques, donc, par exemple le climat, l'altitude, le type de sol, etc. Quand on parle de végétaux labellisés, on en parle toujours par rapport à une région d'origine où l'espèce est naturellement présente. Donc, en France métropolitaine, nous avons 11 régions et avec l'outre-mer, 12 régions. À titre d'exemple, nous-mêmes, nous sommes dans le bassin Rhône-Saône-Jura. Donc, il va du sud des Vosges au nord de Valence, en passant par le massif du Jura, un bout de la plaine du Rhône et un bout de la plaine de Saône. La marque végétale locale est construite autour de 3 piliers. Donc, le premier pilier, c'est le fait d'assurer la traçabilité complète des végétaux commercialisés. Le deuxième pilier, donc, il s'agit d'encadrer les pratiques de collecte durable en milieu naturel, l'objectif étant de ne pas avoir d'impact sur les espèces qui sont naturellement présentes sur le territoire. Et enfin, le troisième pilier, donc, est le fait de favoriser la plus large diversité génétique possible en minimisant la sélection. Donc, il existe 2 filières de production au sein de la marque, la filière ligneux et la filière herbacée. Pour les ligneux, la collecte de graines se fait en milieu naturel, par la production de jeunes plants et de plants d'élevage à partir de 2 ans. Pour les herbacées, donc la collecte de graines peut se faire à la main, donc c'est plutôt pour les espèces pures, ou de façon mécanisée, donc notamment pour les espèces en mélange. Il existe d'autres types de fournitures de végétaux sauvages et locaux. Donc, à titre d'exemple, nous avons ici le brossage de prairies, la collecte, l'épandage de foin vert, ou encore la collecte de boutures, notamment de saules. Et j'en ai terminé. Je vous remercie et je repasse la main à ma collègue Marie. Alors, en effet, je vais continuer sur cette grande partie introductive pour vous montrer, vous donner un peu l'état des lieux des filières à l'heure actuelle. Alors, hop là. Donc, à l'échelle nationale, on a aujourd'hui 195 bénéficiaires de la marque, donc des producteurs et des productrices, mais également des collecteurs et des collectrices qui peuvent commercialiser des plants ou des graines de la marque, pour un total de 804 espèces. Donc, sur les ligneux, on a 37 éleveurs d'arbres, donc ça va être des producteurs qui vont mener les arbres sur plusieurs années pour avoir des sujets plus grands, des baliveaux qui sont souvent plantés en collectivité. 103 producteurs de jeunes plants et 23 collecteurs de graines de ligneux pour fournir des producteurs de plants.
Pour les herbacées, donc, on est à 37 producteurs de plants vivaces, donc des godets herbacés comme on peut l'avoir l'habitude de trouver chez les horticulteurs. On a 24 producteurs et collecteurs de semences et 13 producteurs de plantes zélophytes, donc les plantes aquatiques qu'on utilise notamment sur tout ce qui va être végétalisation de berges de cours d'eau, de mares ou de bassins. Petit focus sur notre bassin Rhône-Saône-Jura. Donc aujourd'hui, on a 30 bénéficiaires de la marque pour 156 espèces produites. Sur la filière herbacée, on va retrouver donc un semencier qui va produire des mélanges de notre bassin, un collecteur en espèces pures, une collectrice, 3 collecteurs en mélange, donc qui vont être équipés de brosseuses et vont pouvoir récolter des mélanges de prairies, 2 producteurs de plantes vivaces en godet et 2 producteurs de plantes zélophytes. Pour les ligneux, donc on a 2 collecteurs de graines, dont un réseau de collecteurs constitué de 8 personnes qui sont actives dans ce collectif de collecteurs. 16 producteurs de jeunes plants, 6 producteurs d'arbres, donc d'éleveurs d'arbres, et 4 producteurs de boutures. Donc ces boutures, elles sont produites en parc, avec une multiplication qui va se faire sur site pour pouvoir fournir notamment les syndicats de rivière qui vont faire du génie écologique. Par rapport à l'organisation qu'on peut avoir sur le bassin Rhône-Saône-Jura, aujourd'hui nous sommes 6 à animer la marque sur le bassin, dont 3 correspondants locaux. Donc on a Christophe Hennequin du Conservatoire botanique Franche-Comté, Stéphanie Locatelli de FNE Bourgogne-Franche-Comté et Amandine Théron de FNE Jura. Et ensuite nous sommes 3 à être en soutien en local sur la filière herbacée. Donc il y a Romain Dietrich de FNE Jura et moi-même, et sur la filière ligneuse, donc ma collègue Sophie Gintet. Il ne faudra pas hésiter à nous demander à la fin si vous voulez qu'on réaffiche les coordonnées de toutes ces personnes-là pour pouvoir échanger plus en détail. Donc maintenant qu'on a un peu un aperçu, l'idée c'est aussi de savoir comment on peut utiliser ces végétaux-là dans différents types de projets. Donc ils peuvent s'intégrer en fait dans tous les projets d'aménagement qui existent. Ça peut très bien être en contexte agricole, donc pour faire de l'agroforesterie. Donc on va replanter des haies pour recréer des corridors, mais également planter de l'arbre de plein champ pour aider notamment les animaux en période de sécheresse, pour avoir du fourrage, mais également de l'ombre. Et aussi tout ce qui va être restauration de prairies agricoles via les semences qui sont récoltées à la brosseuse. L'idée, c'est vraiment d'aller brosser sur des prairies les plus proches de celles qui ont besoin d'être restaurées pour retrouver un habitat qui va correspondre aux besoins des espèces qui s'y développent. On va également avoir tout ce qui va être restauration écologique. Donc le génie écologique, j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, tout ce qui va être bouture de saule, mais également plantes zélophytes. On va avoir les mesures compensatoires. Là, vous voyez par exemple un passage à faune, donc qui va permettre de reconnecter une forêt qui a été coupée en deux par une infrastructure routière. Et ben, dans ces milieux-là, plus on va utiliser des essences locales et propres à la forêt présente initialement, plus on va favoriser le déplacement de la faune. Ensuite, tout ce qui va être revégétalisation également, donc soit à la suite de travaux, mais également si on constate des dégradations. C'est notamment souvent le cas au niveau des stations de ski, où on a beaucoup d'érosion et on perd beaucoup d'habitats de montagne. Donc il y a beaucoup de travaux qui sont faits. On a les collègues du Conservatoire botanique alpin qui font beaucoup ça, d'aller restaurer notamment en faisant de l'hydroseeding, donc en projetant des mélanges de graines sauvages sur des secteurs où on a du sol nu de plus en plus présent. Et enfin, au niveau du paysagisme également, c'est tout à fait possible de combiner à la fois un aménagement paysager où on a des essences plutôt horticoles et du végétal local à certains endroits, afin de pouvoir en fait apporter des compléments, notamment sur la ressource alimentaire des pollinisateurs sauvages. Et ça peut être aussi bien le cas sur du ligneux, mais également sur de l'herbacée, où on va faire du fleurissement urbain, on peut semer de la prairie fleurie ou également implanter des godets vivaces. Tout ça, en fait, pour combiner et avoir aussi un côté esthétique et qui va apporter tout un rôle pour la biodiversité. Plus spécifiquement, je vais vous présenter quelques exemples d'aménagement. Donc là, on a par exemple sur la commune de Montmoreau, dans le Jura, une plantation de haies qui a été faite en centre-ville, donc à l'automne 2023, et on voit déjà qu'à l'été 2024, on a un bon taux de reprise. Et là, ça montre que c'est tout à fait adapté de mettre de la haie champêtre en contexte urbain. Dans l'Ain, avec le syndicat mixte de la Velle Vivante, qui réalise beaucoup de travaux de restauration, ils ont tout un projet de reméandrage notamment. Donc là, il y a eu à la fois de l'utilisation d'herbacées, donc il y a eu tout un travail de récolte de graines à la brosseuse pour ressemer autour des zones de chantier de la prairie,
plutôt la prairie humide, parce que là, on est en contexte de cours d'eau avec des montées d'eau qui permettent parfois d'avoir de l'inondation sur la parcelle, mais également au niveau des ligneux où il y a eu de la bouture de saule d'implantée et également des plantations de jeunes plants racinus. Oups. Autre contexte également, là, un accompagnement qu'on réalise chez FNE1 avec une entreprise de lin. On a un programme biodiversité et l'automne dernier, on a fait une plantation de plants vivaces pour les pollinisateurs sauvages. Donc, on a fait 5 mètres carrés avec plusieurs espèces, du thym, de la scabieuse, de l'œillet des chartreux, et 30 mètres carrés de semis de prairies fleuries. Tout ça pour compléter les aménagements qui étaient déjà présents sur site. Et enfin, un exemple qui est souvent réalisé par Arbres et Forêts, qui est une entreprise qui fait également une pépinière de production de plantes zélophytes. Ils font ce qu'on appelle des jardins de pluie. Ça permet en fait de recueillir les eaux de ruissellement lors des gros épisodes de pluie et éviter que ça aille inonder les parcelles. Parfois aussi, c'est fait en collectivité pour éviter d'inonder les voiries. Et donc là, en fait, c'est un bassin, enfin, c'est une petite dépression qui va être creusée avec un petit peu de substrat plutôt filtrant. Et par-dessus la terre végétale, on remet des plantes hélophytes qui peuvent supporter quand même parfois des zones des périodes un peu sèches, pour aussi permettre la filtration des eaux qui vont s'infiltrer et d'améliorer la capacité d'absorption de cette zone. Et voilà, c'est terminé pour cette première partie introductive. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous manifester soit en levant la main, soit via le chat. Si on n'a pas forcément de questions, en tout cas sur cette partie, je peux laisser la main à Amandine pour la suite sur la prescription. Ah, il y a une question qui vient d'apparaître dans le chat. Avant que je prenne la parole, peut-être on peut y répondre. Alors oui, Je te laisse effectivement, répondre. je suis en train de lire la question sur le chat, donc merci déjà. Alors ces notions, en fait, elles sont définies par plusieurs organismes. Donc pour ce qui est de végétal local, vous pouvez la retrouver dans le guide sur la prescription. Donc on pourra vous mettre le lien pour ce guide qui est disponible en ligne de façon gratuite sur le site de Végétal Local. Alors, en fait, une plante indigène, c'est une plante qui est vraiment historiquement présente sur un territoire depuis plus de 1500 ans. Donc, c'est vraiment la notion temporelle. Elle est considérée indigène car elle est là depuis plus de 1500 ans. Elle peut être spontanée, donc c'est-à-dire sans intervention humaine. Elle peut aussi être considérée comme cultivée. Donc le terme indigène, il est un peu plus large que le terme excusez-moi, sauvage, merci. Que le terme sauvage, là, qui fait vraiment référence au caractère spontané de la plante. C'est-à-dire que c'est une plante qui pousse naturellement, qui n'a subi aucune sélection de la part de l'homme. Enfin, la notion locale, qui est assez importante dans la marque végétale locale, c'est vraiment le fait que cette plante appartient à une aire géographique, à un écosystème précis dans lequel elle va s'intégrer avec d'autres espèces, notamment animales, notamment les insectes, où voilà, elle va répondre à des enjeux par rapport aux écosystèmes. Elle va être en lien avec d'autres espèces. D'où l'importance d'avoir en fait ces trois critères réunis qui font vraiment la qualité voilà, de la diversité génétique et de la résilience de la plante. J'espère que c'est plus clair. Je vous laisse me confirmer. Génial, merci beaucoup. On a une autre question avant que tu démarres, Amandine. Quels sont les producteurs d'arbres en végétal local dans notre bassin et quelles sont les tailles maximum disponibles? Alors, je peux reprendre un peu la main sur cette question-là. Alors, j'ai pas en tête le détail. Je peux vous mettre en lien hop,
la page du site Végétal Local propre au bassin Rhône-Saône-Jura, vous avez retrouvé toute la liste des producteurs. Et à chaque fois, vous avez donc le nom de la structure, l'adresse et le type de production. Si c'est du jeune plant, de l'arbre, de la semence, etc. Donc vous en avez assurément plusieurs. J'en connais juste de tête un seul même plusieurs dans l'un, mais on a un nouveau dans l'un qui fait que de l'élevage. Ce sont les pépinières Méno à Sertine. Et après, on a d'autres producteurs également qui vont pouvoir vous fournir en plan et qui pourront eux-mêmes vous répondre aussi sur les tailles. Je sais que fonction des producteurs, il y en a qui vont plus ou moins loin dans l'élevage et qui peuvent vraiment guider des arbres sur plusieurs années. Et ben, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être... Ah, si, une question qui est arrivée. Alors, comment le label prend-il en compte la nécessaire adaptation des végétaux aux conditions pédoclimatiques évolutives pour garantir des aménagements végétalisés pérennes? Alors, peut-être rapidement, je passe la parole après mes collègues s'ils ont d'autres choses à ajouter. Mais en fait, le fait de ne pas sélectionner les individus, ça permet à la diversité génétique d'être beaucoup plus forte. Donc, c'est-à-dire que quand on collecte au niveau de la marque, donc avec le label, on va avoir une sélection génétique très importante. Donc, par exemple, on va pas forcément, enfin, les collecteurs ne vont pas forcément sélectionner les arbres qui sont esthétiquement beaux, donc par exemple avec un tronc très droit. Ils peuvent prendre des individus qui sont rachetiques et qui ont poussé dans des conditions compliquées, donc par exemple en bord de falaise, dans des rochers, à l'ombre, avec une mauvaise exposition. En fait, c'est des individus qui se sont développés et qui ont su développer une résilience aux conditions rustiques ou aux conditions changeantes, donc notamment le changement climatique. Je ne sais pas si mes collègues ont quelque chose à ajouter par rapport à la question. Peut-être pour compléter, du coup, il y a vraiment cette notion, comme l'a dit Sophie, de diversité génétique. On fait le pari avec la marque végétale locale que plus les végétaux vont être génétiquement diversifiés, plus les populations vont être résilientes. Donc, c'est vrai que la marque végétale locale ne parie pas sur la migration assistée des espèces, par exemple. Et donc de faire venir des espèces plus au sud pour répondre aux conditions de sécheresse, par exemple, pendant l'été. C'est vraiment ce côté diversité génétique qui est mis en avant. Après, comme on va le voir dans les prochaines diapos, végétal local, c'est une solution. Ça permet d'avoir des écosystèmes, comme l'ont déjà dit mes collègues, des écosystèmes qui sont fonctionnels, mais en fonction des usages et des besoins, on peut aussi utiliser d'autres gammes de végétaux. Mais donc voilà, on se base vraiment là sur la diversité génétique et pas sur la migration assistée pour voilà, c'est le pari de la marque, quoi. J'espère que ça répond à la question ou si quelqu'un veut compléter. Très bien. Ben, il n'y a pas d'autres questions, Stéphanie, j'ai pas. Non, pas d'autres questions pour le moment. D'accord. Et ben, on peut passer à la partie prescription. On aura un autre temps de questions-réponses après. Pour cette partie pour finir sur la présentation de la marque végétale locale, sur la prescription, du coup, ma présentation, elle se base sur le guide de prescription. Donc, il y a eu le lien dans le chat. Marie, tu peux passer la diapo, s'il te plaît. Il y a eu le lien dans le chat qui a été mis, donc ce guide de prescription qui est sorti en avril 2024, qui s'appelle De la graine au paysage et qui décrit pourquoi et comment prescrire des végétaux sauvages et locaux. Donc ce guide, il est composé en trois parties, un peu comme notre présentation aujourd'hui, une partie vraiment sur la compréhension de la marque végétale locale, donc tout le contexte, les enjeux et le pourquoi de la marque qui a été expliqué au début. Une partie un peu plus sur la prescription. Donc là, je vais vous donner les éléments un peu clés sans rentrer trop en détail parce la prescription, ça peut faire l'objet de journées techniques entières. Donc il y en avait une en avril l'année dernière à Bourg-en-Bresse et on essaiera d'en refaire une en 2026. Et enfin, dans le guide, il y a aussi une partie sur les fiches techniques
Où là, c'est plutôt des petites astuces pour essayer de justement de prescrire végétal local et de l'intégrer dans ces marchés ou dans ces projets. Donc, pour rentrer un peu plus en détail sur qu'est-ce qu'on entend par prescription, si tu peux passer la diapo, Marie, s'il te plaît. Du coup, quand on parle de prescription, on parle plus largement de l'intégration de végétal local dans les projets, mais aussi dans les marchés publics. Donc rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails et dans le cadre de la commande publique qui a des codes très précis, très particuliers qu'on peut retrouver ailleurs. Et je suis pas du tout spécialiste de la question, mais juste pour dire que dans les cadres des marchés publics, il y a deux types de marchés. Les marchés de fourniture de végétaux, enfin de fourniture, donc plus largement, là, ça va concerner que la prestation de fourniture de végétaux. Donc ça peut être un marché qui est adapté pour répondre aux besoins courants de fleurissement d'une commune, par exemple, répondre aux politiques environnementales ou alors essayer, si on a besoin par exemple d'améliorer la biodiversité sur un site. Là, on va pouvoir s'approvisionner notamment directement auprès des bénéficiaires de la marque, auprès des producteurs. Et l'autre type de marché, c'est les marchés de travaux qui, eux, concernent la prestation de fournitures, mais aussi la plantation, qui sont souvent dans le cadre d'aménagement. Donc, souvent dans les marchés de travaux, il y a plusieurs lots. Il y a, par exemple, le terrassement, la plantation, la fourniture. Et ce qui peut être intéressant pour se fournir en végétal local, c'est justement d'avoir des marchés à lotis, et d'avoir un lot spécifique pour la fourniture de végétaux. Ça va nous permettre, enfin, ça va permettre à la maîtrise d'œuvre d'avoir un peu plus la main sur le choix des végétaux. Voilà, et pour faciliter l'approvisionnement en végétal local, il y a aussi d'autres types de marchés qui peuvent rentrer en compte. On peut parler de marchés d'achat innovants et notamment dans le guide, du coup, vous allez retrouver des retours d'expérience avec des exemples précis de marchés, donc notamment de groupements de commandes d'achat innovants qui ont été menés pour se fournir en végétal local. Donc, je vous invite vraiment à regarder les retours d'expérience qui sont disponibles dans le guide pour avoir un peu plus de détails sur la partie marché. Euh, du coup, plus largement sur la diapo suivante, ce que je disais tout à l'heure, quand on parle de végétal local, de fourniture de végétal local, de prescription de végétal local, en fait, au sens large, on peut dire que ça concerne tout le monde parce que dès lors que l'on va vouloir acheter du végétal local quand on est un organisme public, ou un paysagiste ou un bureau d'études, etc., on va demander du végétal local, donc on va prescrire, entre guillemets, on va faire le but de demander voilà, ce végétal, ce type de végétal. Et pour chaque projet, ce qui est important, c'est de se dire, avant toute chose, quel est le contexte, qu'est-ce qui est déjà là, quels sont les usages sur mon site, et du coup, de se dire, est-ce qu'il faut planter? Planter, ce n'est pas toujours la solution, on peut aussi laisser faire les dynamiques naturelles. Donc vraiment, il y a une phase d'avant-projet, de réflexion, de se dire de quoi j'ai besoin, quels végétaux vont être adaptés à mes usages. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il y a différents usages possibles pour les végétaux labellisés végétal local, mais dans certains cas, on a besoin d'autres gammes de végétaux pour répondre à nos usages, à nos enjeux. Et on peut aussi du coup laisser faire les dynamiques naturelles et accompagner justement ce côté dynamique naturelle avec des pratiques de gestion qui peuvent favoriser aussi des végétaux selon les projets. Végétal local, c'est vraiment l'idée de temporalité. On l'a vu entre la collecte et du coup la production. Il peut se passer plusieurs années. Dans le meilleur des cas, un an pour la production de jeunes plants, mais comme il y a des éleveurs d'arbres, il peut y avoir 3, 4, 5 ans, même 10 ans si on veut un arbre vraiment âgé. Donc, il y a cette notion de temps, et cette notion de temps, elle est importante parce que il faut intégrer de nouvelles étapes dans nos habitudes de travail, notamment des phases d'anticipation,
d'essayer, où je reviendrai sur l'anticipation un peu plus après dans les diapos, mais du coup, d'essayer d'anticiper ses besoins, éventuellement de contractualiser avec des producteurs, et cette notion aussi de se dire, bah, il est vraiment important d'échanger avec les acteurs, les producteurs de végétaux pour savoir qui produit quoi. Et savoir aussi bah, quel végétal est adapté pour mon projet, comme on l'a dit. Voilà, selon les projets, selon les vocations du site, il est vraiment important de bien choisir, de bien définir sa palette végétale. Pour ça, il y a des outils qui existent que vous pouvez retrouver sur le site de la marque, les guides plantons local selon les zones. Il y a un outil aussi qui a été développé par Plantécité qui s'appelle Floriscope, qui permet de créer des listes d'espèces en fonction des critères de vos projets et toujours l'échange avec, par exemple, un assistant à maîtrise d'ouvrage qui va pouvoir aussi vous indiquer dans les créations des listes d'espèces, les conservatoires botaniques ou nous, correspondants locaux aussi, on peut accompagner sur ce type d'étape du projet. Et enfin, ce qui est important, ça va être aussi de penser à la gestion, mais dès la conception du projet. Ça va pouvoir orienter bah, quel végétal on choisit, quelle espèce on choisit, en fonction bah, du coût, du budget qu'on va pouvoir allouer à la gestion ensuite, des intervenants, est-ce qu'ils sont formés ou pas. Est-ce que les usagers aussi sont sensibilisés à ce qu'on a refait enfin par exemple revégétalisé. Donc il y a vraiment prendre en compte la gestion depuis l'avant-projet pour vraiment adapter les végétaux à nos besoins. Donc ça c'est un peu les prérequis pour bien intégrer végétal local dans sa commande et du coup avoir des projets qui aboutissent ensuite. Du coup sur la diapo suivante. J'ai évoqué rapidement, mais on voulait vraiment revenir sur cette phase de sourcing, cette phase d'anticipation. Donc, vous verrez, dans le guide, c'est aussi bien détaillé, mais rapidement là, le sourcing, du coup, c'est vraiment une phase essentielle. C'est cette phase qui va permettre, donc dès l'avant-projet, d'aller questionner sur qui produit quoi, quel producteur produit quelle gamme, quels végétaux, quelles espèces. Dans le cadre de la commande publique, c'est vraiment une étape qui est autorisée. On peut aller analyser l'offre et questionner les fournisseurs, donc avec différentes choses. Ça peut être des questionnaires, ça peut être des appels téléphoniques, des rencontres sur le terrain aussi avec les pépiniéristes pour savoir du coup vraiment quelles espèces sont produites dans ma région d'origine, quelles espèces peuvent être adaptées à mon projet en fonction de mes intentions derrière, des enjeux, des usages, et finalement se dire de collecter les infos nécessaires pour ensuite rédiger les pièces du marché avec les bonnes infos et ne pas aboutir à un marché qui serait infructueux parce qu'on n'aurait pas bien ciblé les végétaux qu'on pourrait utiliser. Donc pour ça, il peut y avoir donc la phase d'échange avec les producteurs. On reviendra tout à l'heure dans le retour d'expérience sur le contrat de culture qui peut permettre voilà, de réserver à l'avance des végétaux. Et en plus des échanges, il y a aussi des outils qui sont disponibles. Donc en bassin Rhône-Saône-Jura, on vient juste de mettre à disposition un outil de suivi des stocks. Donc, les pépiniéristes qui sont volontaires peuvent aller mettre en avant les stocks qu'ils ont chez eux disponibles à un instant T. Donc, ça ne garantit pas que c'est disponible tout le temps. Ça ne remplace pas les échanges avec les producteurs. Mais voilà, ça peut donner une première vision de qui produit quoi euh, sur le bassin Rhône-Saône-Jura et dans d'autres régions d'origine, il y a aussi d'autres outils de suivi des stocks qui peuvent être consultés. Donc, un élément essentiel pour pouvoir bien intégrer végétal local dans ses commandes, c'est ce sourcing. Sur la diapo suivante, du coup, un autre point clé, tout à l'heure, je disais, végétal local peut être prescrit dans tout type de marché. Et ça, c'est possible car végétal local, même si c'est une marque, au sens des marchés publics, de la commande publique, c'est considéré comme un label. Donc, il n'y a pas de souci pour inscrire noir sur blanc végétal local dans sa commande et ça peut être inscrit dans différentes pièces des documents de consultation des entreprises.
Mais ce qui est important et ce qu'on a dit dans la partie contexte, c'est que quand on dit végétal local, oui, mais végétal local de quelle région d'origine? Toujours associer la marque avec une région d'origine. Et dans notre cas, du coup, bassin Rhône-Saône-Jura. Mais c'est vraiment important pour garder, du coup, cette notion d'adaptation et de coévolution aussi des végétaux avec leur milieu. Et donc, rapidement, on peut citer la marque, le label végétal local dans différents types de documents, donc en fonction de ce qu'on veut. Par exemple, dans le CCTP, donc dans le cahier des clauses techniques et particulières, on va pouvoir, c'est là qu'on va pouvoir détailler les exigences en termes de végétaux, donc les listes d'espèces, l'exigence termes de traçabilité, comment aussi on va contrôler. Ouais, je reviendrai sur le contrôle à la fin, comment on va contrôler que on a bien des végétaux de la marque végétale locale. Ça peut être inscrit par exemple dans les BPU, les bordereaux de prix unitaires. Là, on va pouvoir mettre en adéquation la liste de végétaux, la région d'origine, détailler éventuellement le coût des espèces et mettre s'il y a des prestations qui sont liées à la fourniture de graines, par exemple. Et enfin, végétal local, ça peut aussi être un critère de jugement, donc ça peut être inscrit dans le règlement de consultation. Quand on fixe les règles de consultation, on peut avoir une attente spécifique sur l'approvisionnement en végétaux labellisés, végétal local, et du coup, on peut attribuer quelques points de notation des entreprises sur ce volet-là. Toujours pareil, là, on est vraiment sur une présentation assez basique et générale, mais les détails de comment ça peut être inscrit, etc., sont accessibles dans le guide de prescription, dans des fiches techniques voilà, du guide. Donc, n'hésitez pas à vous y référer. Et aussi, ensuite, bah, nous, on est là aussi pour vous accompagner, pour vous aider à monter vos projets, vous mettre en lien avec les producteurs. Donc, si vous avez des projets précis, aussi, après le webinaire, n'hésitez pas à nous recontacter sur ce point-là. Et du coup, pour finir sur la partie prescription, sur les trois, quatre diapos qui arrivent, là, c'est un peu plus un zoom sur les fiches techniques qui sont disponibles dans le guide, notamment celles sur les contrats de culture. Donc, on reviendra sur la pratique du contrat de culture avec le retour d'expérience du conseil départemental de la Côte d'Or. Mais juste rapidement, quand on dit contrat de culture, qu'est-ce qu'on entend? C'est vraiment quelque chose qui peut permettre d'être fourni en matériel végétal marqué végétal local sur certaines espèces ou sur des quantités. Quand on sait quelle quantité, quelles espèces il va nous falloir, on peut passer un contrat avec le pépiniériste, avec l'horticulteur, enfin, avec le producteur de manière générale. Et donc, c'est un engagement réciproque. Le producteur s'engage à produire les espèces dont vous avez besoin et vous, en contrepartie, l'acheteur, du coup, s'engage à les acheter. Ça permet vraiment du coup quand il y a besoin de quantités importantes ou d'espèces particulières, de cibler ses besoins en avance pour être sûr de pouvoir être fourni après. Donc en fait, les contrats de culture souvent sont passés après le sourcing, une fois qu'on a fait cet état des lieux de qui produit quoi, de se dire bah voilà, j'ai envie de contractualiser, de m'assurer que je vais pouvoir obtenir le végétal dont j'ai besoin, donc contractualise, pardon, avec, avec le producteur en question. Et pareil, dans le guide, du coup, vous retrouverez un peu les étapes sur le contrat de culture. N'hésitez pas à vous référer à cette fiche. L'autre point, c'est du coup la question de contrôle et de suivi de l'approvisionnement en matériel végétal. Donc, comme on disait tout à l'heure, ça peut être un peu facilité si on a des marchés à lotis avec un marché spécifique pour la fourniture des végétaux. Mais comment on s'assure qu'un végétal est bien végétal local quand on reçoit du coup nos plants, nos semences sur les documents commerciaux, spécifiquement pour végétal local, on doit retrouver du coup le nom scientifique de l'espèce, le numéro de lot qui inclut l'année. Donc ce numéro de lot, en fait, c'est le numéro qui va suivre le végétal depuis sa collecte, donc qui permet dans les contrôles de s'assurer que le végétal vient bien de telle région d'origine et qu'il a bien été collecté dans la région d'origine qui est mentionnée.
Et bien sûr, il doit y avoir obligatoirement la mention de la marque avec la région d'origine, toujours ce binôme marque-région d'origine. Et donc ça, ces éléments-là, ils figurent sur les factures et les bons de livraison. Donc il peut être facile, entre guillemets, de voir si les végétaux sont bien végétal local, comme c'était annoncé dans la réponse de l'entreprise. Comme je le disais tout à l'heure, il peut y avoir, enfin, dans le CCTP, vous pouvez vraiment mettre justement ces points de vigilance et comment vont être contrôlés les plans et ce que ça implique si du coup les plans ne sont pas labellisés ou ne répondent pas aux critères que vous aviez mis à la base dans votre commande. Donc voilà, le contrôle et l'approvisionnement qui peut facilement se faire avec ces critères-là. Et enfin, pour finir sur les notions importantes pour aussi euh, pouvoir commander et avoir du végétal local dans ces projets, il y a la notion aussi de valorisation des projets, valorisation de la marque. Pour ça, il y a une plaquette nationale qui peut être fournie. Si vous fournissez en fait la facture, le bon de livraison avec les plans qui ont été, les plans ou enfin les végétaux plus largement qui ont été fournis pour votre projet, le national peut vous mettre à disposition une maquette PDF pour mettre en avant que ce projet a été fait avec végétal local. Et ce qu'on disait tout à l'heure aussi, il y a vraiment cette notion pour que les projets soient pérennes dans le temps, de formation, de sensibilisation des équipes techniques, des usagers. Et donc pour ça, il y a des journées techniques qui sont organisées, des formations, il y a aussi différents panneaux, articles, etc., qui valorisent la marque végétale locale. Et du coup, cette notion de s'informer, se former et de partager ce qui a été fait est aussi important pour voir aboutir des projets avec des végétaux labellisés. Du coup, pour finir sur la partie prescription, les trois points clés, on va dire, à retenir, c'est vraiment l'anticipation. Donc, favoriser cette phase de sourcing, d'échange avec les producteurs, euh, éventuellement avec contrat de culture ou pas, mais en tout cas d'aller voir qui produit quoi pour bien inscrire dans vos marchés, dans vos commandes, des choses qui existent. Et du coup, cet échange avec les producteurs, il peut se faire directement, mais nous aussi, correspondants locaux ou animateurs de filière, on peut vous mettre en relation avec les producteurs de votre région d'origine. Vous pouvez aussi les retrouver sur le site de la marque végétale locale. Et enfin, le point clé, c'est encore une fois que végétal local est considéré comme un label et que du coup, on peut facilement l'écrire en tout cas explicitement dans son marché et dans plusieurs pièces du marché. Donc, ça facilite aussi son, son approvisionnement. Enfin, en tout cas, ça commente. Voilà pour la partie prescription. Donc, comme je disais, c'est très rapide. Donc, si c'est des choses qui vous intéressent plus en avant, voilà, soit vous pourrez participer à des prochaines journées techniques qu'on organisera, soit n'hésitez pas à revenir vers nous par la suite. On peut peut-être passer un petit temps de questions-réponses avant de laisser la parole à nos autres intervenants. Je sais pas s'il y a eu des questions dans le chat. Pour l'instant, j'ai pas de questions. Ok. Ah, une question qui est arrivée. Quelle précision avons-nous sur la provenance des graines? S'agit-il uniquement de la région d'origine ou des informations plus détaillées? Sur la provenance des graines pour les ligneux ou les... Vous pouvez peut-être prendre la parole si vous voulez. Oui, Les- les ligneux. Mhm. Oui, sur la provenance des graines, en gros, on a la région d'origine. Après, avec les numéros de lot, en soi, on peut remonter presque jusqu'au site de collecte. Mais du coup, ça, c'est avec des outils de traçabilité qui sont à disposition de, de la gestion de la marque, on va dire. Mais en gros, oui, sur les ligneux, la principale information, c'est la région d'origine.
Et on n'a pas précisé, mais en fait, il y a région d'origine et dans chaque région d'origine, il y a aussi des sous-unités, euh, euh, oui, des sous-unités. Dans le Jura, on en a deux, par exemple, une plutôt massif jurassien et une plutôt plaine. Donc, selon les zones d'origine, il y a plusieurs entités aussi, enfin sous-entités dans la région d'origine et on peut éventuellement avoir cette information là aussi. Donc, ça peut donner un peu plus de précision sur la provenance des graines. Pas d'autres questions? Eh ben, on peut passer à la suite. Voilà, s'il y a des retardataires de questions, n'hésitez pas dans le chat, on pourra peut-être les traiter sur la fin et on va pouvoir prendre la suite. Donc, on va laisser la parole à Marilyn Vernet et Luc Béraud pour un retour d'expérience sur l'utilisation de végétaux en végétalisation urbaine. Bonjour Bonjour à tout le monde. tous. Bonjour à tous. On peut peut-être attaquer le PowerPoint. Merci. Donc, Marilyn Vernet, je suis en charge de la politique espace naturel sensible et biodiversité au département de la Côte d'Or. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter un retour d'expérience à deux voix avec le CBN sur un travail de révision d'un dossier de consultation des entreprises pour un marché de plantation. Donc, ça fera écho directement à ce qu'a présenté Amandine précédemment. Et un point également sur la mise en place d'un contrat de culture réalisé dans la foulée. Alors, pour vous poser un peu le contexte, en fait, au département de la Côte d'Or, on a un travail en transversalité avec les directions des routes qui est historique parce que les routes représentent un linéaire des infrastructures linéaires conséquentes. On a un peu moins de 6000 km linéaires de voirie. Et de fait, c'est un enjeu de biodiversité, d'une part parce que la strate herbacée, avec un système de fauche que ça représente, est parfois un milieu de transition vraiment important quand ces secteurs-là sont entourés par des champs ou par des forêts. C'est également un enjeu de biodiversité parce que ça constitue une rupture de trame écologique. C'est pas le sujet ici, mais c'est aussi un des sujets qu'on travaille avec les collègues des routes en interne. Et puis, tout ce patrimoine foncier associé à ces infrastructures linéaires, ça représente en fait des surfaces végétalisables possibles. Donc, en ce sens-là, ça nous intéresse aussi côté biodiversité. Voilà. On peut passer, voilà. Euh, donc, on travaille en transversalité avec les routes de longue date, depuis un peu plus de 15 ans. Et quand je dis en transversalité, c'est un peu erroné parce que finalement, en 2009, quand le CBN a commencé à travailler avec nos collègues des routes, la politique biodiversité au département n'existait même pas. Donc, initialement, le partenariat s'est tissé directement avec le Conservatoire botanique national et les directions des routes. Donc il y a eu tout un historique de travail pour des inventaires avec des inventaires floristiques au bord de route mettant en évidence les forts enjeux flore à la fois en termes de diversité et de patrimonialité des espèces. Euh, une fois que le diagnostic a été posé, il y a eu des tests de fauches différenciées, au fil des années, des formations, à la fois sur la flore patrimoniale, mais aussi sur les espèces exotiques envahissantes. Et voilà, au fil des années, l'interconnaissance s'est faite entre les métiers. On a compris de mieux en mieux le fonctionnement de nos collègues. Et on a pu finir par travailler directement avec eux, et notamment le CBN, lorsqu'il y avait un besoin d'appui scientifique pour des projets de plantation ou pour des projets d'abattage, pour vérifier avant d'abattre ce qu'il pouvait y avoir autour, etc. Et cette interconnaissance évoluant, on a identifié l'échéance de l'accord cadre à bon de commande, qui était en fait le cadre administratif et budgétaire pour la plantation pour les directions des routes. Et l'échéance arrivant en 2024, on a essayé de se saisir de ce timing-là pour retravailler avec eux le marché. Voilà pour le contexte de travail. Alors, Du coup, je vais prendre la main pour cette diapo. Donc, comme l'a expliqué Marilyn Vernet,
avec pour le Conservatoire botanique national du bassin parisien, ça fait quelques années qu'on travaille la thématique avec le département. Donc on a mis en place des formations depuis un moment. On a pu travailler avec toutes les agences de bord de route. Et il y a eu plusieurs sujets qui sont remontés suite à ces formations. C'est notamment un problème de reprise de plants qui avaient été plantés sur le linéaire routier. Et en allant voir d'un peu plus près les essences plantées, on s'est rendu compte qu'il y avait des exotiques, mais aussi des variétés horticoles. Donc des choses qui n'étaient pas forcément adaptées aux conditions pédoclimatiques locales. Euh, cette adéquation, on va dire, espèces plantées et les formations qu'on faisait d'un côté et ces espèces, ça manquait de cohérence. On parle beaucoup d'espèces exotiques sur les bords de route. Là, l'idée, c'était d'aller vers quelque chose de plus local, donc d'arrêter de planter des exotiques pour pas avoir à s'en défaire ensuite. Donc voilà pour cette diapo. Alors, quand on s'est attaqué à ce chantier avec les collègues des routes, on a été confronté à la multiplicité à la pluralité des interlocuteurs, on va dire. Oups, alors je suis désolée, j'ai plus de batterie. Anticipation, tu disais, Amandine, avant? Hop. Voilà. Réactivité, c'est pas mal aussi. C'était pour rebondir. Je suis branchée, ça devrait tenir. Donc, on a été tout de suite confronté à la pluralité des acteurs en prise avec ces marchés-là. Donc, en gros, je vous ai mis un extrait de l'organigramme du département de la Côte d'Or, juste un pôle en tout cas, il y a 4 pôles. Le pôle auquel on appartient au niveau du service transition écologique et énergétique, donc la politique espace naturel sensible et biodiversité appartient à ce service, qui lui-même appartient à la direction de l'eau et de l'environnement et de l'alimentation. Et pour travailler ce marché de plantation, on a travaillé avec la direction des infrastructures et mobilité, la DIM, qui pilote ce marché de plantation, avec la subtilité qui est que la mise en œuvre de ce marché est faite au niveau des services techniques territorialisés, donc de la direction des services techniques territorialisés. Donc en gros, les routes, c'est entre 7 et 800 personnes au département sur 2 directions. La DSTT, donc grosso modo, la DIM, c'est plutôt projet stratégique, grand projet, planification stratégique, et la DSTT, c'est plutôt tout ce qui est déployé sur le territoire, et notamment 5 agences territoriales. Donc en fait, on a dû travailler et concerter un nombre de personnes assez conséquent, puisque on avait un pilotage marché qui se faisait dans une direction, et la mise en œuvre du marché qui se faisait au sein d'une autre direction, et encore splitté sur 5 agences territoriales. Donc ça a été un peu, je pense que ça nous a pris autant de temps de faire le tour des chaumières que de vraiment faire évoluer les documents. On peut passer. Et là, vous avez la carto de la Côte d'Or avec les 5 agences territorialisées. C'est le découpage en fait de travail. Alors chaque agence territorialisée est encore découpée en services techniques, mais on n'est pas allé jusqu'à cette strate de concertation. On peut passer. Voilà, donc en gros, on a essayé de travailler sur 3 documents du DCE. Ça rejoint ce que tu disais, Amandine, avant. Le CCTP, le cahier des clauses techniques particulières, le BPU et le RC, le règlement de la consultation, qui est barré en rouge parce qu'on n'a pas pu aboutir complètement comme on le souhaitait là-dessus. Donc au niveau du CCTP, ce qu'on a essayé de proposer, alors peut-être préciser le dossier technique de guide pour intégrer la végétale locale dans les marchés était pas paru quand on a commencé à travailler ça, donc on a fait un peu comme on a pu. Du coup, on a essayé de travailler le CCTP, on va dire, sur 3 points clés. D'abord, le matériel végétal en sériant les espèces à utiliser, les essences à utiliser. Ensuite, sur un deuxième niveau d'ambition, d'arriver à cadrer la qualité et la provenance. Donc ça, c'est vraiment le label végétal local. Et ensuite, idéalement, d'adapter les espèces à l'écorégion. Sachant que ce que j'ai pas forcément mis en avant ici, c'est qu'il a fallu quand même que les collègues des routes acceptent de ne pas juste renouveler leur marché à l'identique, mais de le faire évoluer.
Et quand il s'est agi de vraiment affirmer du végétal local, on était tous un peu frileux parce que on avait un peu des craintes d'approvisionnement, la filière étant montante. Donc en gros, ce qu'on a essayé de cadrer dans le marché, c'est vraiment de sortir les exotiques et de cadrer un listing d'essences indigènes. Et après, si possible, autant que possible, on a vraiment utilisé souvent ces termes, si possible, autant que possible, utiliser le label végétal local. Voilà. Après, on en a profité dans le CCTP pour faire quelques préconisations sur les travaux préparatoires, la gestion des espèces exotiques envahissantes, mais ça, c'était à la marge, en général pour éviter de la prolifération. Et puis, le principal apport qu'on a pu faire sur ce CCTP, c'est le renvoi à une annexe qui comporte ce listing d'essence avec l'adaptation ou non par écorégion. Voilà pour le CCTP. Je laisse la parole à Luc. Ouais. Du coup, pour la création de cette liste, je vais juste revenir sur les écorégions et la position géographique du département de la Côte d'Or. Donc, comme on peut voir sur la carte, en fait, le département de Côte d'Or est inscrit dans trois zones trois écorégions différentes. Donc, Rhône-Saône-Jura, Massif central et zone nord-est. Donc, ça complexifiait bien l'établissement de cette liste et par la suite, en fait, les démarches à engager par, euh, par les opérateurs techniques donc des bords de route. Donc, comment on a procédé? Donc, on a pris les listes des trois régions, on les a synthétisées en une seule liste à l'échelle départementale. Euh, on a indiqué pour chaque essence sa zone biogéographique de référence. Et pour que ce soit opérationnel, nous avons enfin, juste fait un tableau de concordance entre la commune et l'écorégion. Pour que quand il y a un projet routier, une commande de végétal local, la personne en charge du projet ait à enfin, consulter la liste des communes et ça lui renvoie directement l'écorégion et du coup les essences cibles. Donc, parallèlement à ce tableau, à ces tableaux, on va dire, d'essence et de communes écorégions, on a fait enfin, on a fait le sourcing des pépinières. Donc là, c'est vraiment un exemple de pépinière, hein. C'est pas toutes les pépinières sur les zones. C'est vraiment juste une image pour illustrer le diapo. Mais pour rendre ce travail le plus opérationnel possible, on a décidé d'aller au bout dans le CCTP et d'indiquer vraiment toutes les coordonnées, le type de production et les zones biogéographiques de référence des pépinières. Ensuite, pour le BPU, on a repris toutes les références du BPU qui fournissait arbres et arbustes pour effacer la liste initiale ou en tout cas sortir tous les exogènes et se rebaser sur la liste proposée. Donc, pas complètement toutes les références, on le verra plus tard, mais toutes les références qui constituent plantation de haies végétales, d'arbustes, d'arbres, etc., à tous les stades. Alors, Amandine précisait tout à l'heure, il y a plusieurs types de marchés, marchés juste de fourniture végétale ou de travaux ou qui intègrent aussi le fait de planter les fournitures protection, etc. Nous, on est vraiment sur un marché qui intègre tout, ce qui fait qu'on a un peu moins la main aussi sur la fourniture de matériel végétal. Voilà pour le BPU. Et voilà en illustration à quoi ressemble notre BPU. Alors, on n'arrive pas trop à lire le texte à droite, si ça va. Euh, donc le BPU, c'est vraiment le tableau des références de prix. Et comme on est dans un accord cadre à bon de commande, en gros, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais un accord cadre à bon de commande, pour ceux qui ne sont pas familiers de ce type de marché, là, les collègues des routes donnent un seuil plancher et un seuil plafond de commande pendant 5 ans pour que les entreprises sachent à peu près vers quelle économie elles vont en répondant à ce marché-là. Et à partir de là, il y a des prix unitaires pour chaque fourniture, chaque action qui sont fixés.
Et après, comme son nom l'indique, on lance un bon de commande dès qu'on a besoin de faire une plantation. Il va y avoir, par exemple, je veux 210 baliveaux en telle taille avec apport de terre végétale. Et chaque action commandée, il y a déjà les prix unitaires fournis, ce qui permet de dégainer assez rapidement. Donc là, voilà, on a recadré toutes les essences de toutes ces références évoquées. On n'est en revanche pas allé sur tout ce qui est végétaux couvre-sol, ensemencement et fruitier parce que clairement, on manquait un peu d'éléments techniques et de vision sur les filières. Et aussi parce que les fruitiers, il y a un autre apport que, enfin voilà, on va dire qu'il y a une dimension sociale pour les fruitiers qui va au-delà du végétal local et à laquelle on voulait pas forcément toucher. Mais pour ce qui est végétaux couvre-sol et ensemencement, voilà, on manquait un peu de billes, donc on s'en est tenu essentiellement aux arbres arbustes qui représentent le gros au final du marché quand il est mis en œuvre. Voilà pour le BPU. Et le règlement de la consultation, donc comme on vous l'a partagé plus haut, ça reste un marché sur lequel on n'avait pas la main directement au niveau du service biodiversité, mais qui était piloté par la direction des routes. Donc toutes les évolutions se faisaient en accord, en négociation avec les collègues. Et s'agissant d'intégrer au règlement de la consultation le label végétal local, on ne l'a pas fait en tant que tel. Par contre, on avait proposé d'intégrer un critère formation des entreprises au label végétal local comme un critère de jugement de l'offre. Mais ça n'a pas été validé par notre service marché. Pour être honnête, à l'époque, quand on avait dû boucler dans des délais un peu serrés parce que les collègues attendaient un peu notre retour pour lancer, et je ne me souviens plus si c'était un blocage juridique ou si c'était une crainte d'une trop forte sélection des candidats de ne pas retenir ce critère. En tout cas, voilà, on n'a pas pu intégrer ça dans le règlement de la consultation. Donc au final, dans le RC, on n'a rien qui incite particulièrement, voilà, qui incite particulièrement à utiliser le label végétal local. Voilà. Euh, Ensuite, on a essayé de concerter au maximum avec la direction infrastructure et mobilité et aussi avec les agences territoriales. On a convié à une réunion de présentation quelques représentants des agences territoriales et on a essayé de passer un peu ce message de mise en œuvre du marché pour la suite à 3 niveaux d'ambition. Le premier niveau, où on considère qu'il y a quand même une bonne partie du chemin fait, c'est d'arrêter de planter des espèces exogènes. Essayer de passer le message aussi qu'il vaut mieux moins de diversité d'essence, mais qu'elle soit autochtone et bien adaptée, et qui garde une souplesse dans l'exécution en fonction de la disponibilité du matériel végétal en pépinière, c'est-à-dire on a posé les choses, enfin, on a essayé d'arriver sans être dogmatique sur le sujet, quoi. Mais grosso modo, enfin, après, Luc, je sais pas ce que t'en as pensé. Puis il y a Baptiste aussi qui est connecté, qui a travaillé avec nous sur le sujet. J'ai vu, n'hésitez pas à réagir, mais globalement, les collègues des routes ont été plutôt ouverts et en demande de ces évolutions parce que ils étaient preneurs de faire mieux et ils comprenaient bien vers quoi on les emmenait, quoi. Donc voilà, premier niveau d'ambition des essences autochtones, second niveau d'ambition qualité et provenance. Donc là, on leur a parlé du label, expliqué ce label, que la filière était en train de se développer. Alors moi, j'ai pas suivi de très près, mais je pense qu'en ces 2 dernières années, elle a fait un sacré bond, la filière. Donc fin 2023, quand on a commencé à travailler ça, je crois que c'était quand même un peu moins développé. Voilà. Et puis, troisième niveau d'ambition, l'adaptation espèce-région avec la présentation de la carte que Luc a faite tout à l'heure, adaptée à la commune pour que, en fonction de la commune dans laquelle les projets se trouvent, ils puissent tout de suite avoir une correspondance avec les espèces concernées, quoi. Voilà. Donc, de manière assez concrète, là, j'ai surtout parlé un peu des retours d'expérience qu'on a pu avoir donc des opérateurs techniques de bord de route. Il y a donc oui, comme disait Marilyn tout à l'heure, ces espèces locales, ça a été plutôt bien accueilli. Ils ont compris l'intérêt et l'enjeu, surtout quand ils voyaient les plantations qu'ils avaient mis en place qui tenaient pas. Donc ça a
très bien marché. Après, la difficulté, ça a été le fait d'avoir trois listes d'essences différentes en fonction de l'écorégion, et il y avait des agences techniques qui se retrouvent sur deux écorégions très fréquemment, voire trois écorégions. Donc là, pour eux, c'était assez complexe de savoir comment faire et aller chercher les listes d'espèces à chaque fois, enfin, etc. Ça, c'était quelque chose de plutôt complexe pour eux à gérer. Ou du moins, ils n'avaient pas envie d'avoir à gérer ce problème-là, en tout cas pour le moment. Euh, Nous, en conservatoire botanique, on intervient encore pas mal sur tout ce qui est liste d'espèces à planter. Donc, souvent, on nous fait des retours sur les listes, enfin, on fait des retours, on nous propose des listes à planter et on renvoie assez régulièrement vers la liste qu'on a pu faire avec le conseil départemental de Côte d'Or. Donc, en parallèle, on avait fait un petit fly avec les espèces de référence pour le département, pour répondre de manière rapide aux enjeux et puis aux demandes des différentes collectivités, donc que ce soit des communes, parfois des associations, etc. Voilà un petit peu pour ce qui était du rôle du conservatoire botanique sur l'accompagnement de végétal local pour le conseil départemental de Côte d'Or. Et après, l'idée, c'est de vous partager un retour suite à ce travail qui était finalement un préalable, hein. On n'était qu'au stade administratif, lancement de marché. Donc, l'entreprise a été recrutée. C'est l'entreprise Jacquinot, voilà, qui est très proche de Dijon. Et le constat, enfin le retour sans trop de complaisance, c'est que nous, on a au final peu de visibilité sur la suite. On manque vraisemblablement un petit peu de temps, ou en tout cas on a du mal à prioriser le fait d'aller chercher de manière proactive l'info, et on n'a pas eu de retour spontané des collègues là-dessus. Donc en cherchant un peu pour aussi vous faire un retour aujourd'hui, l'entreprise retenue, elle se fournit auprès de trois pépinières que je vous ai listées, donc, dont certaines pépinières soupes et labellisées végétales locales. Et globalement, les espèces qui sont commandées dans les chantiers respectent bien nos listings. Donc, globalement, je pense qu'on peut dire qu'on a atteint notre premier niveau d'ambition qui était de sortir les exogènes. Après, comme on n'avait pas été très vindicatif dans le CCTP et dans l'écriture, le label végétal local, aujourd'hui, il n'y est pas et ça sera vraiment le créneau à saisir sur le prochain renouvellement de marché, d'être un peu plus ferme dans nos propositions là-dessus pour atteindre un peu ce niveau 2 d'utilisation du label, de matériel végétal avec le label. Et après, ça a été l'occasion d'échanger avec l'entreprise attributaire du marché. Au final, grosso modo, elle ne connaissait pas le label. Et ce qui pourrait la freiner, c'est plus le quantitatif disponible, enfin les stocks, quoi, plutôt que celle du prix. Parce que, alors je ne sais pas si Alexis Duvert est déjà connecté ou pas, mais on en reparlait avec lui. Finalement, le surcoût du label végétal local, il est assez faible, euh, moins de 15% en général, et moins de 15% juste sur le matériel végétal. Quand on intègre aussi les travaux de plantation, le paillage, le tuteur, les protections gibier, ce surcoût du label, il est vraiment dilué. Et donc voilà, de point de vue d'une entreprise de travaux, ça serait vraiment plus le stock que le prix qui pourrait être un frein. Et ce qu'ils partageait aussi, c'est que 90% des commandes du marché effectives avec nos collègues des routes sont effectivement sur des arbres et arbustes qui sont les références du BPU sur lesquelles on a fait évoluer les essences. Donc ça colle à peu près avec ce qu'on s'était dit par rapport aux évolutions du BPU. Et là, je vous ai mis un exemple d'un, d'un détail quantitatif très récent pour une plantation qui a lieu sur l'agence territoriale du Châtillonnais. Donc on est bien avec des essences autochtones, voilà. Mais pas avec du label végétal local. Voilà. Alors là, on va changer de sujet en passant au contrat de culture. Donc je ne sais pas, peut-être si vous avez des questions sur cette première partie. On a une personne qui voudrait savoir si la démarche a été faite sur d'autres départements. Alors, à vrai dire, je n'en sais rien. Je réfléchis parce qu'en fait, on a été dans un travail un peu à marche forcée d'opportunités de timing.
Du coup, on n'a pas forcément pris le temps de d'abord faire un petit benchmark et après construire. J'ai pas en tête, j'ai pas en tête. C'est possible, je sais pas. En région, enfin, en Rhône-Saône-Jura, je ne crois pas. Après, il y a d'autres départements, notamment en Massif central, qui ont travaillé sur la fourniture de végétaux labellisés, notamment de semences. C'est la Loire ou la Haute-Loire, je ne sais plus. Mais on pourra vous redonner les infos. Où ils ont construit un, enfin, un marché vraiment qui allait assez loin dans la demande de végétal local. Et comme le marché a vraiment été construit avec les producteurs, il me semble que ça a plutôt bien abouti. Donc il y a cet exemple-là qui a bien marché. Et par contre, en Rhône-Saône-Jura, je ne crois pas avoir d'autres exemples en tête. Mais voilà. Je me demande si en Massif central aussi, il n'y a pas eu un équivalent avec Axel Roumier Mm. aussi. Ça me parle. Et on pose aussi la question de la possibilité de travailler avec d'autres acteurs institutionnels. Est-ce que en fait la démarche doit venir que du département ou est-ce que on peut travailler avec d'autres acteurs? Alors, c'est-à-dire, est-ce qu'on identifie sur le territoire d'autres institutions qui passent des commandes publiques en termes de... Bah, après, nous, on essaye de cibler le bloc communal un petit peu. Dans le flyer là qu'on avait édité, on essayait de cibler le bloc communal. Parce que le constat qu'on a tendance à faire, c'est que il y a les grosses collectivités, régions, départements, quoique régions, ils commandent pas trop en propre, bien qu'ils aient les lycées, donc ils ont quand même des dépendances vertes. Les départements peuvent être un donneur d'ordre et faire de la commande là-dessus, donc voilà, on est dedans. Et après, il y a la strate EPCI commune, et là, souvent les communes n'ont pas forcément de personnel dédié. La végétalisation des traversées de villages se fait un petit peu, voilà, un élu s'en occupe, passe un devis avec une entreprise qui va connaître. C'est pour ça qu'on se disait que d'avoir un listing tout fait, il pouvait donner ce listing à l'entreprise pour qu'elle lui édite le devis sur cette base-là, mais il y a pas toujours de DCE qui sont réalisés en tant que tels quand c'est des petites végétalisations de communes et a fortiori quand il n'y a pas d'ingénierie de territoire, quoi. Et pour compléter, enfin, du coup, les listings, ça a un avantage, du coup, mais il faut faire attention aussi de ne pas l'appliquer bêtement, entre guillemets, sur un projet qui correspondrait pas, enfin, voilà, toujours remettre en perspective des attentes. Et du coup, ces listes d'espèces peuvent être, sont utiles euh, pour avoir notamment ces infos de qu'est-ce qui est indigène, qu'est-ce qui peut être labellisé végétal local, etc. Mais après, enfin, ça ne veut pas dire qu'on va forcément les trouver sur le marché. Enfin, il y a toujours cette notion aussi de questionner les producteurs, quoi. En fait, je pense que quand on a essayé de travailler pour les communes avec ce listing et le diffuser, on était encore dans ce niveau d'ambition 1 qui Mm. était de sortir les exogènes des Oui. listes. Et le constat, c'est qu'on en est encore vraiment là. Alors, ça ne veut pas dire que si on peut, il faut pas faire tout de suite le saut sur du indigène et végétal local, mais ça nous semblait une première marche ouais, assez facilement atteignable. Et après, je sais pas, Baptiste, j'ai vu que tu étais connecté, si tu veux rajouter quelque chose, parce que c'est vrai que là, on vous a présenté plutôt le marché qui a été passé avec les routes, mais on végétalise en direct. Et là, pour le coup, on maîtrise notre matériel végétal sur les dépendances, du département, quoi. Oui, bonjour à tous. Baptiste Cotte, je suis chargé de mission sur la politique espace naturel sensible et biodiversité du département de la Côte d'Or. Et donc, je travaille régulièrement en transversalité avec les collègues des routes. Et peut-être que je vais prendre un petit peu les devants, Marilyn, sur ta présentation. Donc, on a eu deux projets de revégétalisation de deux délaissés routiers, donc sur l'agence territoriale SAU de Bourgogne, donc une sur la commune de Savigny-les-Secs et l'autre sur la commune de Chénier. Donc, sur la commune de Savigny, ça a été mené avec l'association Forestiers du Monde, où on a travaillé à la liste des essences qui est donc adaptée à l'écorégion et possédant le label végétal local.
Donc, c'est une plantation qui a été réalisée donc, par l'association en lien avec la commune et les agents routiers du service technique en local. Donc là, ça a été la plantation de 173 plants, donc des jeunes plants de 1 an, avec un taux de reprise de 90% pour le coup. Et donc une très bonne reprise. Et le deuxième projet, donc sur la commune de Chénier, a été fait directement en régie avec les agents du STCO, donc dit sur Tille, en local. Donc ça a été une mobilisation sur une journée, donc avec la plantation de 111 plants. Donc pareil, pour la majorité en végétal local, et quand il n'y avait pas le stock, donc c'était adapté à l'écorégion. Donc, on a travaillé en lien avec Alexis Duvert de la pépinière d'IMA qui nous a fourni ces 111 plants. Donc, pareil, avec un taux de reprise qui était très important. Pareil, aux alentours de 90-95%. Et ça a été réalisé donc en régie par les agents. Et, euh, et donc, voilà pour ces deux projets de plantation dans un objectif de continuer de planter sur la fin d'année 2025 sur ces deux délaissés pour avoir une continuité de cette plantation. J'enchaîne avec le contrat de culture? Oui. Ok. Alors, le contrat, ces travaux sur le DCE avec les routes, c'était plutôt début 2024 et fin 2024. On a finalement profité d'une opportunité liée tout simplement à un projet qui ne s'est pas fait. En gros, on avait un résidu financier sur une ligne budgétaire pour se dire ça peut être l'occasion de lancer un contrat de culture, mais comme on était dans un délai contraint d'exécution budgétaire, on n'a pas pu se lancer dans un contrat de culture tel que le guide le préconisait, parce que là, pour le coup, il était paru. Donc au final, on a travaillé plutôt une sorte de devis simplifié. euh, avec les pépinières d'IMA pour un volume financier d'environ 8 000 € et avec une répartition de jeunes plans de 1 an, 2 ans, 3 ans, qui intègre également protection, dalles et tuteurs. L'idée, c'était que ce soit quelque chose d'assez souple, une sorte de réserve de stock qui soit disponible pour nous et dans lequel on peut piocher sur 2 saisons de repos végétatif, donc de novembre 2025 en ce moment à février 2027. Voilà. Et la diapo suivante. Donc en gros, on a calé un listing d'essences avec le CBN, donc de 21 essences, également en lien avec les pépinières pour voir ce qui était aussi disponible chez eux en commande, etc. L'idée, c'est que quand on mobilise pour un projet de plantation, la pépinière s'engage à nous fournir une diversité d'au moins 12 essences à chaque fois pour garantir une diversité correcte. Et voilà, l'idée, donc en fonction du nombre de plans, on peut faire quelques projets un peu plus ambitieux ou une multitude de petits projets. Ça, on sait pas forcément, on n'a pas forcément cadré ça. Comme on n'avait rien de projeté de spécifique, on a laissé très souple la manière d'utiliser ce stock de plans. On peut passer. Donc c'est ce que je vous disais, plus qu'un contrat de culture, même si finalement on va dire que ça fait un petit peu le même effet, mais c'est c'est très simplifié, c'est un devis circonstancié. C'est un devis qui fait 3-4 pages avec le détail des essences, des plans, des stades, de comment on l'utilise, etc. Et avec une logique d'acompte à signature qui permettait aussi de régler ces questions budgétaires. Sur les aspects administratifs et financiers, moi en fait j'ai fait passer ça sur une ligne d'investissement qui me permet d'avoir 3 années pour solder. Donc en gros, par rapport à l'enveloppe initiale, il y a 60% d'acompte et les 40% restants, on a 3 ans pour consommer les plans et verser les 40% à la pépinière. Et on reste dans cette logique un peu de souplesse d'exécution.
Et au final, c'était un petit peu un pari comme on n'avait pas visibilité sur des projets, mais les opportunités se sont présentées. Donc justement, ce jeudi, on fournit le matériel végétal lors des rendez-vous de la valorisation paysagère organisés par le CAUE Côte d'Or et Côte d'Or Attractivité. Donc nous, c'est aussi l'occasion de parler de notre politique d'aide à la plantation parce que le département soutient financièrement les projets de plantation et bocage. On va également fournir sur ce contrat de culture une haie brise-vent sur le projet départemental de légumerie à Périgny-les-Dijon. Donc là, on est plutôt en interne, en transversalité avec les collègues de l'agriculture. Et puis, ce que Baptiste évoquait tout à l'heure, où on essaye de végétaliser et de massifier un peu cette dynamique de végétalisation des délaissés routiers, il va y avoir la végétalisation cette année d'un nouvel accotement routier, dont le matériel végétal sera également pris sur ce contrat de culture. Voilà, et donc là, j'ai pas forcément mis ça dans le diapo, mais l'idée, c'est de réabonder un petit peu chaque année. Donc là, c'est ce qu'on est en train de voir un peu avec Alexis Duvert, de voir comment réalimenter en 2025 le contrat de culture pour garder un stock à peu près à flot, quoi, dans lequel on peut se fournir. Voilà, je sais pas s'il y a des questions. Du coup, il y Alors, on a a, une question. enfin, juste avant de reprendre les questions sur le contrat de culture, si jamais il y a Alexis Duvert des pépinières d'IMA qui nous a rejoint, je crois. Si jamais Alexis, tu Oui, veux compléter un petit peu et puis après on prendra vous le m'entendez? reste des questions. Oui, on t'entend. Oui, bonjour. Oui, bah juste pour rebondir du coup sur ce que vous avez dit, donc Marilyn, donc nous pépinière d'Ima, on est pépiniériste à côté de Dijon, labellisé végétal local depuis 2022, et notamment sur la production de plants élevés. On est une pépinière plutôt d'élevage, on fait pas de stratification, donc on se fournit pardon auprès des pépinières soupes pour l'achat de jeunes plants qu'on cultive pour pouvoir proposer bah, des plants élevés de 2, 3, voire 4 ans. Voilà. Donc c'est vrai que là, l'idée de ce contrat de culture, version simplifiée, c'était intéressant pour nous. Bah, d'une part pour sécuriser un petit peu cette production enfin, du fait que ce soit en fait une filière un petit peu naissante. C'est toujours bien de pouvoir sécuriser une partie de la production dont on sait qu'elle va déjà être vendue assez rapidement dans les années à venir, quoi. C'était assez sécurisant de ce côté-là. Voilà. Merci. Stéphanie, si tu veux peut-être lire les questions qui ont été posées. Oui, on avait une question par rapport à la formation des entreprises. Alors peut-être qu'il méritera d'être un petit peu explicité. Concernant le critère de jugement de l'offre sur la formation des entreprises, quel type de formation attendiez-vous et par quel organisme? C'est une bonne question. Je pense qu'on avait essayé de le tourner sur une forme de montrer qu'ils sont sensibilisés au sujet. Parce que on n'avait pas imaginé forcément d'une intervention extérieure et on s'était pas tourné vers vous pour voir qui aurait pu intervenir. Et je pense qu'on l'avait pensé à ce moment-là plus comme prouver, enfin que les entreprises de travaux, par la fourniture de documents ou de CV ou de liens avec des pépinières qui, elles, sont labellisées, montrent leur culture du sujet, quoi. Ce qui est pas si évident que ça en termes de notation, c'est effectivement pas si évident que ça. C'est peut-être ce qui fait qu'on a été retoqué par les services marchés d'ailleurs. Mais... D'accord. De la même, enfin pour compléter, parce que je réfléchis en même temps qu'on échange là, de la même manière que l'entreprise va justifier de sa capacité technique à réaliser tel ou tel type de travaux en fait, Hmm, dans son mémoire technique, voilà, qu'elle justifie un peu de sa compétence, de sa culture du sujet, quoi. d'accord.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça paraît clair. Je voulais juste ajouter concernant notre retour d'expérience sur la végétalisation du délaissé routier sur la commune de Chénier. Et je reviens un peu en arrière sur l'appropriation des essences en végétal local, le fait qu'on ait réalisé ces travaux en régie avec les agents des routes et le fait d'être accompagné par Alexis dans ce projet de plantation, avec des plans qui avaient entre 2 et 3 ans, donc assez conséquents, derrière, les agents des routes s'approprient plus facilement ce label végétal local, le fait de planter sur les délaissés routiers. Et ça a été vraiment hyper bénéfique parce que dans le cadre du marché de plantation, donc on passe par l'entreprise Jacquino, donc c'est l'entreprise qui fait donc tout de A à Z au niveau de la plantation. Et le fait d'avoir quelque chose en régie, fait directement par les agents des routes, permet une appropriation donc plus importante et ils comprennent mieux ce volet de végétal local et de plantation. Merci pour ce complément. On arrive à la fin de notre webinaire si on n'a pas d'autres questions. On en profite rapidement pour présenter les événements à venir. Il y a une, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Amandine? Il y a une petite question de Nicolas Lamouchi. Oui, bonjour. Une remarque et une question. La première, c'est que alors nous, on a au Conservatoire d'espaces naturels, on a double casquette. La première, c'est celle de constituer éventuellement des sites de récolte euh, sur les sites dont on a la gestion et d'être aussi, de faire partie aussi de ces structures dont on parlait tout à l'heure, institutionnelles, qui pouvaient être prescripteurs. Voilà, donc ça peut être une info à diffuser. Et ma question, elle concerne, j'ai l'impression on a beaucoup parlé des ligneux. Je voulais savoir un petit peu où en était la filière sur les mélanges de graines de prairies, enfin, en tout cas qui concernent la strate herbacée. J'ai pas perçu dans toutes les excellentes présentations là qu'on a eues ce matin, voilà où on en était un petit peu sur ces végétaux-là. Sur ce qui est mélange de collecte en mélange, c'est plus ça, c'est tout ce qui va être mélange de préservation pour les prairies, ou plus sur le mélange global d'espèces pures. Justement, l'un ou l'autre ou les deux, Ouais. voilà, où en est la filière sur le développement voilà, de ces deux axes. Alors aujourd'hui, donc, on a 3 producteurs qui sont équipés pour brosser les prairies et qui vont pouvoir commercialiser du coup du mélange prairial. Donc on en a donc 3 aujourd'hui. Et pour tout ce qui est mélange en espèces pures, pour l'instant, on a une collectrice qui commercialise également du mélange pour Prairie Fleurie. Et l'idée, c'est qu'on arrive à développer aussi des gammes plus conséquentes par la suite, en pouvant, soit en mettant en lien collecteurs, collectrices et semenciers, ou les mettre en relation avec des agriculteurs qui feraient de la multiplication aussi de semences. Là, pour l'instant, on est encore en phase de réflexion. Il n'y a rien qui est encore acté, mais en tout cas, on a au moins une productrice, collectrice, qui permet d'avoir de la ressource. Et on a d'ailleurs fait un projet avec une commune sur le département de l'Ain, de Prairies Fleuries, là, qui a été semé cet automne. Pas d'autres questions? Tout bon. Hop. Et bien, juste rapidement, avant de vous libérer et pouvoir aller manger,
un petit focus sur un événement qui va arriver à la fin du mois de novembre, qui permet en fait d'aller un peu plus loin, qui sera une demi-journée qui a lieu donc dans l'Ain, sur la commune de Péronat. On a organisé une matinée sur la prescription plutôt orientée pour les bureaux d'études, mais il y a quelques collectivités aussi qui vont se joindre à nous et c'est encore ouvert aux inscriptions. L'idée, voilà, c'est de refaire un temps d'échange sur végétal local et surtout d'aller voir sur site vraiment comment ça se passe. Donc là, c'est vraiment sur l'axe herbacé. Donc ça va être d'échanger avec un syndicat de rivière qui réalise beaucoup de restauration de prairies et un producteur, acteur qui collecte en mélange avec brosseuse, qui s'occupe aussi du tri et de la commercialisation des semences. Donc ça fait pile le lien avec la question précédente pour vraiment voir toutes les étapes nécessaires pour intégrer du végétal local et pouvoir aussi le préciser dans les marchés également, quand il y a des projets qui sont mis en place, comment le bureau d'études peut être aussi prescripteur de la marque. Donc voilà. Je pense qu'on est tout bon. Je pense qu'on peut clôturer. Et on va vous toutes et tous vous remercier pour votre présence et votre participation. Et n'hésitez pas à nous recontacter par la suite s'il y a des besoins d'éclaircissement ou, comme le disait Amandine, des projets, des choses comme ça. On est là pour vous accompagner et vous conseiller.